Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Le 29 avril 2007, à 6 heures du matin, un appel a rompu le silence des lignes d'urgence du 911. À l'autre bout du fil, une femme de 32 ans, Catherine Voss, a signalé une disparition inquiétante. Son mari, Corey Voss, était sorti la veille pour une simple course, mais il n'était jamais rentré. Selon elle, Corey avait quitté leur domicile pour se rendre au distributeur automatique de billets situé près du supermarché du quartier, prévoyant de retirer de l'argent pour payer les repas scolaires des enfants. Mais au matin, toujours aucune trace de lui. Inquiète, Catherine avait alors appelé les hôpitaux, tenté de contacter le navire où il servait, et en désespoir de cause, s'est tournée vers la police. À peine l'avis de disparition lancé, une équipe s'est mise en route pour commencer les recherches. Puis, quelques heures seulement après cette première alerte, un autre appel est arrivé à la centrale. Cette fois, c'était une assistante médicale d'une clinique locale qui a signalé une voiture suspecte sur le parking de son lieu de travail. Le conducteur, allongé de façon étrange sur le siège avant, ne bougeait pas. Inquiète, elle avait tenté d'ouvrir la portière sans succès. Son intuition lui disait que quelque chose clochait, et la description du conducteur et du véhicule correspondait étrangement à celle de Corey Voss porté disparu depuis peu. La patrouille dépêchée sur place a confirmé les craintes. Dans la voiture, garée sur le parking du supermarché, gisait le corps sans vie de Corey Voss. Les plaques d'immatriculation ont permis d'identifier la voiture comme étant bien la sienne. La scène offrait une vision sombre et incompréhensible. Corey, jeune marin de 30 ans, n'avait apparemment pas succombé à un accident, mais bien à une attaque brutale. 5 balles l'avaient atteint, 3 dans l'abdomen, une dans le bras et une en plein cœur. Un assassinat brutal, froid et méthodique. La première piste explorée a été celle d'un vol, mais, curieusement, rien ne manquait. La bague de mariage de Corey était toujours à son doigt, ses effets de valeur intacts. Les policiers ont donc rapidement exclu le vol comme mobile. Cette attaque semblait trop ciblée, trop personnelle pour être le fruit d'une simple opportunité criminelle. Mais pourquoi un meurtre aussi audacieux en plein air sur un parking fréquenté? Quelqu'un avait voulu s'assurer que Corey Voss ne rentrerait jamais chez lui, mais pour quelle raison? La police, cherchant à comprendre qui aurait pu nourrir une telle animosité, a commencé à enquêter sur l'entourage de Corey, analysant chaque lien, chaque relation de près, avec l'espoir de percer le mystère d'un acte aussi incompréhensible. Corey Voss a vu le jour le 21 janvier 1977, dans la paisible ville de Berwyn, en Illinois. Il a grandi entouré de l'amour et des valeurs d'une famille unie, un foyer où la bienveillance et le soutien étaient omniprésents. Pourtant, derrière cet environnement serein, Corey s'est toujours montré un peu renfermé, avec un caractère à la fois sauvage et indépendant. Cette nature s'est accentuée à l'adolescence, une période durant laquelle il a fréquenté des camarades moins recommandables et s'est rebellé contre les attentes de ses parents. Mais cette phase n'a été qu'un passage, un détour temporaire sur la route de son avenir. Corey savait qu'il était destiné à accomplir de grandes choses, et malgré les inquiétudes de ses parents, il restait résolu à prouver sa valeur. À 18 ans, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Corey a décidé de ne pas poursuivre d'études supérieures. Son objectif était ailleurs. Il voulait faire quelque chose d'honorable, quelque chose qui remplirait ses parents de fierté. Il s'est alors tourné vers l'armée. La décision n'a pas été facile, mais Corey, animé par une volonté de fer, a passé les tests d'évaluation militaire avec brio, gagnant ainsi l'accès à une formation de haut niveau. Finalement, Corey a rejoint la marine, embrassant les rigueurs de la vie militaire avec une détermination inébranlable. Cette nouvelle vie l'a confronté aux privations, à la discipline stricte, aux sacrifices que peu de gens peuvent imaginer. Mais Corey, grâce à son intelligence vive, sa capacité à apprendre rapidement et son travail acharné, s'est adapté. Chaque obstacle, chaque défi n'a fait que renforcer sa résilience. Après avoir terminé sa formation,
Il a été affecté à la base navale de Norfolk, en Virginie. Là-bas, ses supérieurs ont immédiatement perçu un potentiel exceptionnel chez ce jeune homme. Et Corey n'a pas déçu. Il a rapidement gravi les échelons, justifiant les attentes placées en lui et obtenant son grade après seulement 4 ans de service. Pour Corey, la marine représentait plus qu'une simple carrière. C'était une vocation, un moyen de prouver sa valeur et de bâtir l'avenir qu'il avait toujours envisagé. En 1999, la vie de Corey Voss semblait prendre un tournant heureux et inattendu. Sa carrière militaire était en plein essor, mais un autre aspect venait enrichir son quotidien, l'amour. Lors d'une soirée entre amis, il a rencontré une jeune femme charismatique et pétillante, Catherine Wiggins. Leur complicité s'est nouée rapidement. Elle, avec son sourire facile et sa joie de vivre, lui apportait une légèreté nouvelle. Mais Catherine n'était pas une simple inconnue. Elle portait en elle une histoire particulière. Avec un accent légèrement différent, elle a expliqué à Corey avoir grandi en Ukraine, élevée par une mère américaine et un père ukrainien. Son vrai prénom était Katerina. Elle avait déménagé à Newport News pendant ses années de lycée, ramenant avec elle ce charme unique d'un mélange de cultures. Très vite, les deux jeunes gens ont ressenti une attirance intense. Leur relation, à peine commencée, s'est transformée en amour passionné. Et après seulement 3 mois, Catherine a découvert qu'elle attendait un enfant de Corey. Pour eux, cela semblait être la confirmation d'un avenir commun, un projet de famille à construire ensemble. Mais ce que Corey ignorait, c'est que Catherine cachait un lourd secret. Elle était déjà mariée à un autre homme, Steve Larson, son amour de lycée et père de leur petite fille. Steve, également militaire, partait souvent en mission, et c'est dans ces périodes d'absence que Catherine voyait Corey. Lors du retour de Steve, elle lui a révélé sa grossesse et leur mariage s'est terminé par un divorce. La petite fille est restée vivre avec son père, tandis que Catherine a entamé une nouvelle vie avec Corey. Sans se douter de cette histoire complexe, Corey et Catherine se sont mariés, bâtissant un foyer où, peu après, en 2000, leur première fille est née, suivie, 1 an plus tard, par un fils. À cette époque, leur vie semblait idyllique, véritable tableau d'une famille américaine épanouie. Le couple Voss vivait confortablement, appartenant à la classe moyenne de Newport News. Corey, poursuivant sa carrière militaire, devait bientôt accéder au grade d'officier, une promotion prévue pour 2005. Avec un salaire stable et une maison dans l'un des meilleurs quartiers de la ville, la famille Voss connaissait une vie aisée, même enviable. Catherine, en femme au foyer dévouée, s'occupait de leur foyer et des enfants, tandis que Corey, fidèle à ses engagements, partait en mission. Mais dès qu'il rentrait, il dédiait chaque moment libre à sa famille, cherchant à compenser les absences imposées par son travail. Pour ses enfants, il n'était pas seulement un père, il était une présence aimante, une figure constante malgré la distance. Ses enfants ont plus tard raconté que la majorité de leurs souvenirs d'enfance se teintaient de moments passés avec lui. Pour Corey, chaque minute comptait, et il s'assurait que sa famille le ressente malgré les exigences de sa carrière. En janvier 2007, la vie de Corey Voss a de nouveau pris la forme d'une mission en mer, l'obligeant à quitter sa famille pour plusieurs mois. Mais le 28 avril, après cette longue absence, Corey a enfin retrouvé le chemin de sa maison, accueilli par un dîner romantique préparé par sa femme, Catherine. C'était leur première nuit ensemble depuis longtemps, un moment qu'ils attendaient avec impatience. Pourtant, au milieu de cette soirée de retrouvailles, Catherine s'est soudain souvenue qu'elle avait besoin d'argent liquide pour payer les déjeuners scolaires des enfants. Malgré la fatigue accumulée, Corey, toujours prêt à rendre service, a accepté de sortir une dernière fois pour la journée. Il a pris sa voiture, s'est dirigé vers un distributeur automatique près du supermarché du quartier et n'est jamais rentré. Au fil des heures, l'inquiétude de Catherine a grandi, et lorsque l'aube s'est levée sans que Corey soit revenu, elle a alerté la police. Mais à peine quelques heures plus tard, la terrible vérité a été découverte. Le corps de Corey gisait dans son pick-up, garé dans le parking du supermarché. Face à la scène de crime, les enquêteurs ont d'abord envisagé l'hypothèse d'un vol. Un homme seul, tard le soir, retirant de l'argent, pouvait attirer des intentions malveillantes. Pourtant, quelque chose clochait.
Aucun signe de lutte, aucun objet de valeur manquant, et même sa bague de mariage demeurait intacte. Rien n'avait été déplacé. La porte arrière du côté passager, laissée entr'ouverte, suggérait néanmoins la présence de plusieurs assaillants. Mais pour quel mobile? Les policiers, réalisant qu'ils faisaient face à bien plus qu'un vol banal, se sont dirigés vers le domicile de Catherine. Leur objectif, lui annoncer la terrible nouvelle et recueillir ses impressions sur les événements de cette soirée fatidique. Dès l'annonce de la mort de Corey, Catherine a été submergée par le chagrin, basculant dans une crise d'hystérie déchirante. Ses larmes et son désarroi semblaient si intenses que les policiers ont envisagé de la conduire à l'hôpital. Mais peu à peu, elle a repris son calme, parvenant à fournir un récit des dernières heures de Corey. Elle a raconté avec émotion comment elle avait organisé ce dîner en tête-à-tête pour célébrer son retour. Les enfants dormaient déjà. Vers 23 heures, Corey est partie au distributeur pour retirer de l'argent. Elle l'a attendu un moment, puis, fatiguée, s'est finalement endormie, persuadée qu'il la réveillerait à son retour. Mais à 6 heures du matin, en constatant son absence, l'angoisse a pris le dessus. Catherine a tenté de l'appeler à plusieurs reprises, mais ses appels sont restés sans réponse. Dans son inquiétude, elle a alors contacté le navire où Corey travaillait, mais on lui a confirmé qu'il n'y était pas retourné. Elle a également vérifié auprès des hôpitaux locaux et s'est même renseignée sur d'éventuels accidents de la route, mais aucun n'avait été signalé. À court d'options, Catherine a décidé de signaler officiellement sa disparition. Elle se trouvait désormais face à un cauchemar éveillé, se voyant obligée de révéler aux enfants la perte de leur père. Leurs visages, remplis d'incompréhension et de tristesse, l'ont achevée. Même s'ils ne comprenaient pas toute l'ampleur de la situation, ils ressentaient la douleur de cette perte brutale. Pour les enquêteurs, la tragédie de Corey semblait s'entourer de mystères et d'interrogations. Pourquoi un tel crime? Pourquoi une exécution aussi ciblée d'un homme qui venait de risquer sa vie en mission et qui s'était simplement rendu à un distributeur automatique? Le prochain chapitre de l'enquête a mené les enquêteurs à la base navale où Corey servait. Il leur fallait informer le commandement de la flotte qu'un de leurs marins avait été victime d'un meurtre brutal, possiblement lié à son service. L'intervention de la police maritime s'est imposée, une aide précieuse pour coordonner les recherches et ajouter une expertise supplémentaire à l'affaire. Très vite, la nouvelle s'est répandue, attirant l'attention du public. Les médias, friands de drames militaires, se sont emparés de l'histoire. Les gros titres se sont remplis de spéculations sur la mystérieuse disparition et la fin tragique de Corey Voss, et les émissions de nouvelles ont consacré de longues minutes à émettre des hypothèses. Avec aucun suspect en vue et aucun témoin, la police a demandé les enregistrements de vidéosurveillance du magasin situé en face du distributeur automatique. Sur les images, floues et de mauvaise qualité, on apercevait un homme ressemblant à Corey tentant à 3 reprises de retirer de l'argent. Les transactions ont confirmé ces essais infructueux. La carte ne contenait que 5 $, bien en dessous des 60 qu'il essayait de retirer. Après cet échec, il est retourné à son pick-up. C'est alors qu'un autre homme, vêtu de noir, est apparu. Il s'est assis sur le siège passager, arme à la main, dirigé vers Corey. Malheureusement, la qualité de l'enregistrement ne permettait pas de discerner son visage. Les policiers ont visionné la scène en boucle, mais une chose était claire, ce meurtre n'était pas motivé par le vol. L'assaillant n'avait pris aucun des objets de valeur présents dans la voiture. Pas de bague, pas de portefeuille, rien. Cette absence d'intérêt pour les biens matériels contrastait radicalement avec le comportement habituel d'un voleur qui cherche généralement à emporter tout ce qui a de la valeur. Ici, l'agresseur n'avait qu'un objectif, tuer. Ce constat a conduit les enquêteurs à revoir leur hypothèse initiale. Ce meurtre semblait ciblé, méthodique et planifié. Ils soupçonnaient alors que l'agresseur pouvait être quelqu'un de l'entourage de Corey, une personne qui avait des raisons personnelles de lui en vouloir. C'est pourquoi les enquêteurs ont commencé à explorer le passé de Corey à la recherche de conflits potentiels ou de tensions récentes. Pour ses collègues et supérieurs, Corey était un modèle de discipline et de dévouement. Tous le décrivaient comme calme, intelligent et travailleur. Aucune tension professionnelle ne semblait plausible, et ses officiers voyaient en lui
un homme promis à une carrière stable, sans ombre au tableau. Face à ce mystère, les enquêteurs ont décidé de se tourner vers Catherine, la veuve de Corey. Elle restait leur meilleure source pour identifier d'éventuels ennemis ou conflits personnels. Catherine a nié toute possibilité d'hostilité autour de son mari. Selon elle, Corey n'avait aucun ennemi et elle ne pouvait imaginer qu'on puisse lui souhaiter du mal. Les proches et les amis du couple ont confirmé cette version. Ils parlaient tous de Corey comme d'un homme aimé et respecté de tous. Cette absence de mobile laissait les enquêteurs dans le flou. Ils se retrouvaient face à une énigme sans début ni fin apparente. Naturellement, ils savaient qu'ils devaient également se pencher sur Catherine elle-même, car les homicides commis par des partenaires sont plus courants qu'on ne le pense. Mais de l'extérieur, le mariage des Voss semblait sans faille, un modèle de stabilité et de bonheur. Catherine et Corey avaient tous les deux l'image d'un couple soudé. Rien, à première vue, ne justifiait des soupçons envers la veuve. Ainsi, l'enquête se retrouvait dans une impasse, les policiers cherchant désespérément une piste, un indice, quelque chose pour élucider ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Le 30 avril, soit un jour après la découverte tragique du corps de Corey, l'enquête a pris un tournant inattendu. Une ligne d'urgence, mise en place par les autorités municipales et fédérales à Boston, a été inondée de spéculations. C'est finalement un informateur anonyme qui a contacté le poste de police de Newport News pour révéler un secret troublant. La veuve de Corey, Catherine, avait de nombreuses liaisons avec d'autres hommes pendant les absences de son mari en mission. Selon cet informateur, un amant en particulier venait régulièrement chez Catherine, une fois les enfants endormis. Intrigués, les enquêteurs ont décidé de creuser davantage autour de Catherine. Rapidement, ils ont découvert que l'informateur anonyme n'était autre que sa meilleure amie, Ashley Doyle, qui a accepté de témoigner. Ashley a brossé un portrait bien différent de celui de la veuve éplorée que Catherine montrait au public. Elle a décrit Catherine comme une femme double, qui jouait le rôle d'une épouse respectable lorsque Corey était présent, mais menait une vie de fêtarde dès qu'il repartait en mission. Catherine laissait ses enfants chez ses parents pour amener des hommes chez elle, chacun satisfaisant ses fantasmes secrets. Ashley a aussi révélé la tactique de Catherine pour séduire. Dans les bars, elle adoptait un accent ukrainien prétendument exotique, une illusion soigneusement cultivée, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Ukraine et que son père n'ait rien de slave. Native de Newport News, Catherine s'était inventé cette origine pour attirer les regards et susciter l'intérêt. Elle mentait même à la famille de Corey, qui croyait dur comme fer à cette histoire d'immigration ukrainienne. Avec ce témoignage, les enquêteurs ont commencé à voir le vrai visage de Catherine, une femme calculatrice, égoïste et menteuse qui entretenait son mariage pour les avantages financiers qu'il lui offrait. Son mari, souvent absent, elle pouvait se permettre de vivre la vie qu'elle voulait, sans contrainte. Mais la révélation la plus explosive faite par Ashley concernait un amant particulier, apparu dans la vie de Catherine à la fin de 2006, peu avant le dernier départ en mission de Corey. Cet homme, nommé Michael Draven, était tout sauf ordinaire. Catherine en était tombée follement amoureuse, et une relation intense et sérieuse s'était développée entre eux. Ils s'étaient rencontrés en ligne et avaient ressenti une connexion immédiate. Draven se présentait comme un photographe de renom, à la tête de sa propre ligne de cosmétiques, avec un revenu à 6 chiffres, tout en promouvant ses services sur son compte MySpace. En apparence, il incarnait un monde de succès et d'ambition hollywoodienne. Mais cette image s'est effondrée sous le regard minutieux des enquêteurs. Tout, du nom jusqu'au revenu de Draven, n'était qu'une illusion. Autrefois connu sous le nom d'Anthony Nefo, il vivait modestement avec sa mère dans un trailer à Newport News, gagnant quelques dollars en livrant des journaux. Ce supposé photographe renommé ne travaillait en réalité nulle part et rêvait d'une carrière à Hollywood, se contentant de petits rôles dans des productions de série B. Pour ajouter une touche d'excentricité, il avait officiellement changé son nom en Anthony Draven, inspiré par le personnage principal du film Le Corbeau. Ses proches ont expliqué qu'il avait adopté ce pseudonyme pour incarner son personnage préféré, se fabriquant une identité mystérieuse et envoûtante. À première vue,
Cet amour pour un pseudonyme et un rôle pouvait sembler inoffensif, mais il n'en était rien. En examinant la vie sociale d'Anthony alias Draven, les enquêteurs ont commencé à voir des signaux d'alarme. Les soupçons autour de Catherine et de son nouveau partenaire, Draven, n'ont fait que s'intensifier à mesure que les enquêteurs examinaient leur comportement après la mort de Corey. Quelques jours seulement après le meurtre, Draven avait publié des photos de lui-même avec Catherine et ses enfants, comme s'il assumait déjà le rôle de père de famille. Cette attitude, pour le moins déplacée, donnait l'impression que le jeune homme tentait de s'installer ouvertement dans la vie de Corey, et les enquêteurs n'ont pu ignorer cette image troublante. Pour creuser le mobile potentiel de Catherine, ils ont analysé ses finances. Peu après la mort de son mari, elle avait reçu un paiement de 100 000 $, une indemnité destinée à l'épouse d'un militaire. Au lieu d'exprimer le deuil, Catherine avait utilisé cet argent pour s'offrir un style de vie luxueux aux côtés de Draven, multipliant les dépenses extravagantes en vêtements, bijoux, hôtels de luxe et repas dans des restaurants haut de gamme. En seulement 3 mois, l'intégralité de la somme avait été dépensée. Cependant, elle comptait visiblement sur une autre rentrée d'argent, bien plus conséquente, 400 000 $ d'assurance vie, une somme qu'elle ne pourrait toucher que si l'enquête était officiellement close, sans preuve de son implication dans le meurtre de Corey. Consciente des restrictions, Catherine contactait régulièrement l'assurance, se plaignant de difficultés financières et tentant de faire pression pour obtenir le paiement rapidement. De toute évidence, la situation financière de la famille Voss, une fois simple et stable, était maintenant soumise à des motivations bien plus sombres. La police, de plus en plus convaincue que la cupidité constituait le mobile principal du crime, a décidé de prendre des mesures supplémentaires. Avec la complicité de la compagnie d'assurance, les paiements de l'assurance vie ont été gelés jusqu'à ce que les circonstances du meurtre soient clarifiées. Dans l'ignorance totale de cette suspension, Catherine continuait d'insister, appelant fréquemment pour obtenir des mises à jour, sans savoir que son comportement servait en réalité d'indicateur aux enquêteurs. Pour affiner leur stratégie, la police a décidé de surveiller plus étroitement Catherine et Draven. Des écoutes téléphoniques ont été placées sur leurs téléphones portables et fixes dans l'espoir de capter des informations cruciales. Cette surveillance s'est révélée fructueuse. Le couple discutait fréquemment du paiement de l'assurance, exprimant leur nervosité quant aux lenteurs de l'enquête et ce qu'elle pouvait signifier pour leur avenir. Cependant, malgré leur conversation, aucun des deux n'a fait d'aveu direct concernant le meurtre. Les enquêteurs ont donc convoqué Draven pour un interrogatoire. Lors de cet entretien, il a admis sans hésitation sa relation avec Catherine, mais a catégoriquement nié toute implication dans la mort de Corey. Cependant, en parlant avec les policiers, Draven a commis une erreur fatidique. Il a mentionné, presque par inadvertance, le nom de David. La mention du nom David par Draven a allumé une lueur d'espoir pour les enquêteurs. En fouillant les contacts de Draven sur MySpace, ils ont découvert un certain David Runyon, ami de Draven. David, âgé de 27 ans, était lui aussi militaire, mais plus inquiétant encore. Il avait une formation de tireur d'élite, un homme habitué à manipuler des armes avec précision. Cette découverte a immédiatement soulevé des soupçons. Cependant, malgré cette connexion intrigante, aucune preuve tangible ne liait encore les suspects à la mort de Corey Voss. Les enquêteurs, frustrés mais déterminés, ont décidé de suivre une approche plus risquée. Le 11 décembre, soit près de 8 mois après le meurtre de Corey, 2 policiers ont commencé une surveillance rapprochée de David Runyon. Très vite, son comportement étrange a poussé la police à obtenir un mandat de perquisition pour sa maison. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a fait basculer l'enquête. Dans la maison, les policiers ont mis la main sur une liste de courses, griffonnée à la main, contenant des articles singuliers, chaussures de sport, couteaux et sweats à capuche noire. Des éléments qui correspondaient étrangement à la description du meurtrier de Corey, d'après les images de vidéosurveillance. Mais la découverte la plus accablante a été un revolver Magnum 357, dont le chargeur contenait exactement 5 balles manquantes, le même nombre de coups qui avaient été tirés sur Corey. L'arme a été saisie et envoyée pour analyse balistique. Les résultats ne laissaient aucun doute.
Ce revolver était l'arme du crime. Sur la base de ces preuves, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de David Runyon. Le tireur d'élite, d'un calme déconcertant, a nié toute implication dans le meurtre de Corey, se montrant coopératif mais froid. Rien, dans son attitude, ne trahissait une quelconque panique. Pendant qu'il était interrogé, d'autres policiers fouillaient sa voiture. C'est là, dans la boîte à gants, qu'ils ont fait une découverte décisive. À l'intérieur, ils ont trouvé une collection d'indices compromettants. Une photo de Corey, une description détaillée de sa voiture, ainsi que des cartes de la région où figurait le nom de Corey écrit à la main. Chaque détail de la voiture de Corey semblait consigné, y compris des particularités spécifiques que seuls les enquêteurs connaissaient, comme la serrure défectueuse de la porte arrière qui ne se fermait pas correctement. Lorsqu'ils ont confronté David à ces découvertes, il a bafouillé, incapable de fournir une explication cohérente. Malgré ces preuves accablantes, David est resté imperturbable, ne montrant aucun signe de trahison envers Catherine ou Draven. Pourtant, une photo de Catherine se trouvait également dans sa voiture, confirmant une connexion entre les trois. Les enquêteurs sentaient que David n'avait pas agi seul et que Catherine et Draven avaient joué probablement un rôle plus profond que prévu. La toile de mensonges et de trahison autour de Corey se resserrait, mais il restait encore un mystère. Pourquoi David, un tireur d'élite formé, avait-il accepté de participer à un acte aussi sordide? Pour les enquêteurs, il était essentiel de jouer la carte de l'intimidation. Ils ont délibérément fait savoir que David avait été arrêté, espérant que cette nouvelle pousserait les autres suspects, Catherine et Draven, à céder sous la pression. Cette tactique a porté ses fruits presque immédiatement. À peine informé de l'arrestation de David, Draven a téléphoné à Catherine, paniqué, exprimant ses craintes qu'ils ne soient bientôt arrêtés à leur tour. Bien qu'il ne reconnaissait pas ouvertement leur implication dans le complot, son angoisse était palpable. La panique a si intensément affecté Draven que des témoins l'ont vu errer sans but dans les rues, plongé dans une profonde dépression. Son état mental semblait se détériorer rapidement, à tel point que les enquêteurs craignaient qu'il ne tente de se suicider. Conscients que cela pourrait mettre en péril leur investigation, ils ont décidé de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Des patrouilles ont été dépêchées et Draven a été retrouvé rapidement. Cette fois, face à l'inévitable, Draven a craqué et a avoué le complot. D'après ses aveux, tout avait commencé en janvier, lorsque Catherine avait évoqué son désir de se débarrasser de Corey. Elle lui avait confié son mécontentement, affirmant qu'elle envisageait de divorcer, mais qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins sans les revenus de Corey. Elle ne voulait pas travailler et estimait que le divorce ne serait pas rentable. La seule solution, selon elle, était de faire disparaître Corey pour toucher l'assurance vie. Elle avait alors exercé une pression sur Draven, lui demandant de commettre le meurtre. Mais Draven, incapable de passer à l'acte lui-même, a fait appel à son ami David, le tireur d'élite. En échange d'une somme de 20 000 $, David a accepté de réaliser le meurtre. À ce moment-là, il purgeait une courte peine de prison pour possession de substances illégales, mais dès sa libération, quelques semaines plus tard, il s'est mis à planifier l'assassinat, conscient que Corey allait bientôt rentrer de mission. Le plan était aussi simple que sinistre. Catherine devait organiser un dîner romantique pour Corey et, sous prétexte d'un besoin d'argent pour les repas scolaires, l'envoyer au distributeur automatique. De cette façon, elle le conduirait directement entre les mains du tueur à gages. Lors de ses discussions avec David, Draven avait précisé que le paiement final serait versé une fois l'assurance encaissée. David s'était préparé minutieusement. Il avait acheté des vêtements sombres, ouvert un compte bancaire pour y recevoir l'argent et déterminé le lieu du meurtre, situé à seulement quelques kilomètres de la maison de Corey. Le piège avait été monté avec une précision froide et calculée. Les trois conspirateurs avaient attendu patiemment le retour de Corey, ignorant que chaque décision, chaque manipulation les rapprochait de leur propre perte. Le 13 décembre 2007, Draven a officiellement avoué sa participation au complot qui avait conduit à l'assassinat de l'officier de marine Corey Voss. Dans ses aveux, Draven a révélé les détails sinistres du plan établi avec Catherine et David Runyon. Selon lui,
Le 29 avril 2007, Catherine avait intentionnellement envoyé Corey retirer 60 $ à un distributeur automatique, alors qu'elle savait pertinemment que le compte ne contenait que 5 $. Ce faible montant avait été déposé pour ouvrir un compte, mais il jouait ici un rôle clé dans le piège. La confusion de Corey face au retrait infructueux permettait au tueur d'avoir tout le temps nécessaire pour se positionner en embuscade. Quand Corey a finalement regagné son véhicule, David est monté à bord, l'arme à la main. Le tueur a ordonné à Corey de démarrer, l'entraînant hors du champ des caméras de surveillance pour commettre le meurtre en toute discrétion. Après avoir exécuté Corey, le plan semblait se dérouler parfaitement. Mais Draven a précisé un détail crucial dans ses aveux. David n'avait jamais reçu le paiement de 20 000 $ qui lui avait été promis. Le paiement devait se faire une fois l'assurance vie de Corey encaissée par Catherine, d'où son empressement pour obtenir cet argent. Fort de cette confession, les enquêteurs se sont concentrés sur Catherine. Elle restait la seule du trio à ne pas avoir encore avoué son rôle dans le complot macabre. Cette dernière pièce manquante constituait le dernier obstacle pour clore définitivement l'affaire et confronter Catherine à ses propres mensonges. Conscient que Catherine ne passerait pas aux aveux de son propre gré, les enquêteurs ont élaboré un plan ingénieux pour la piéger. Ils ont orchestré un appel de Draven à Catherine, lui disant qu'il avait été interrogé mais allait être relâché et qu'elle devait venir le chercher au poste de police. C'était une ruse habile, destinée à apaiser la meurtrière et à la mettre en confiance. Auparavant, Catherine n'avait même pas daigné répondre aux appels des enquêteurs, les ignorant à 12 reprises. Cependant, à l'appel de son amant, elle a enfin réagi. Lorsqu'elle est arrivée pour récupérer Draven, les enquêteurs l'ont immédiatement arrêtée et emmenée pour interrogatoire. Catherine, complètement prise au dépourvu, a eu du mal à se ressaisir. Les enquêteurs ont rapidement remarqué que son accent ukrainien caractéristique avait disparu, révélant une partie de la façade qu'elle avait construite. Sans hésiter, elle a accusé Draven d'être le cerveau du crime, affirmant qu'il l'avait manipulé pour accomplir ce meurtre. Selon Catherine, tout le plan émanait de Draven, et elle n'avait été qu'une victime de sa pression. Mais personne n'a cru à cette version. Elle, comme les autres complices, a été inculpée de meurtre au premier degré. En 2008, la stratégie d'accusation a été solidement établie avec l'objectif de demander la peine de mort pour les 3 accusés, un crime fédéral étant en cause en raison du statut militaire de Corey. Confrontée à la possibilité de la peine capitale, Catherine a cédé, acceptant un accord pour échapper à la mort. Elle a alors avoué les détails sordides du complot, révélant qu'elle avait été motivée par la cupidité, espérant empocher 500 000 $ en indemnité. Dans son aveu, Catherine a admis avoir cru pouvoir mener une vie de luxe avec Draven après le meurtre de son mari, tout en continuant son existence débauchée, mais dorénavant plus riche. Elle avait manipulé chaque participant au complot pour obtenir ce qu'elle désirait, mais en fin de compte, son plan n'a pas suffi pour lui échapper à la justice. Le verdict est tombé. Catherine a été condamnée à 4 peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, assortie de 20 années supplémentaires. Draven et David, suivant son exemple, ont eux aussi conclu des accords avec l'accusation, reconnaissant leur culpabilité. David, en tant que tueur à gages et exécutant direct de l'ordre, a été condamné à la peine de mort. Il attend actuellement l'exécution de sa sentence par injection létale dans la chambre des condamnés à mort de la prison fédérale. Quant à Draven, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les enfants de Catherine et Corey, désormais orphelins d'un père et abandonnés par une mère criminelle, ont été confiés aux parents de Corey, retrouvant au moins une forme de stabilité familiale dans ce tourbillon de tragédie. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.